On parle beaucoup d'intelligence. On compare souvent l'intelligence au QI. On en vient aussi à l'intelligence émotionnelle. Et puis, on oublie beaucoup l'intelligence du corps. Et aujourd'hui, je reçois Ève Berger-Grosjean, qui est docteur en sciences de l'éducation, qui est auteur, chercheur, qui est un être humain surtout, qui a écrit un livre qui s'appelle « Retrouver l'intelligence du corps dans les organisations et dans nos modes de vie », qui est paru chez Duno. Et avec Ève, on va parler de cette intelligence du corps, de l'intérieur, de l'extérieur, de la spiritualité, de la méditation, de comment se reconnecter à son corps. Donc je vous laisse avec cette discussion. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Ève. Bonjour Grégory. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Contente d'être ici avec toi. Moi aussi, parfaitement content. On a été mis en relation par deux personnes. Et aujourd'hui, on va parler de l'intelligence du corps, qui est un sujet... c'est vraiment marrant parce qu'il y a une personne qui m'a écrit il y a 2 jours en me demandant si je pourrais faire un épisode sur le sujet. Et moi, c'est un sujet... nous, on s'était rencontrés avant le confinement. Et il me semble que cette intelligence du corps, on en parle de plus en plus. On s'intéresse de plus en plus à notre corps. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou en tout cas pas de la même manière. Pourquoi en ce moment ? C'est vrai que moi, j'ai le sentiment également qu'il y a en ce moment une convergence de facteurs, d'éléments qui font que c'est peut-être le moment pour l'intelligence du corps, à la fois pour s'en approcher, pour l'accueillir, pour resacraliser peut-être le corps, sa sensibilité, son intelligence. Alors pourquoi? Moi, je vois plusieurs choses. Avant ce qui vient de nous arriver, cette énorme crise qu'on appelle crise, même si c'est un terme qu'on peut interroger, mais en tout cas, cette crise sanitaire, puis les dernières actualités autour de ce qui se passe aux États-Unis aussi, qui parlent du corps aussi, d'ailleurs, les violences policières, la mort de George Floyd, tout ça qui me travaille beaucoup, comme beaucoup de gens, je pense. Mais déjà, avant tout ça, moi, je voyais 3 grands courants, 3 grands éléments qui convergeaient vers cette nécessité, ou pour faire émerger ou renforcer cette nécessité de prendre en compte notre corps. Le premier, peut-être, il n'y a pas d'ordre exact, mais disons, il y en a un, c'est vraiment la situation, les situations de plus en plus nombreuses d'épuisement professionnel qui ont mené à une explosion du nombre de burn-out, de suicides, etc., où il y a vraiment une pression, une pressurisation, notamment dans le monde du travail, qui est exercée sur les corps, qui est absolument démente, et qui fait que de plus en plus, il y a des personnes de plus en plus nombreuses qui se posent des questions, qui n'ont plus envie de ce rythme toutes les personnes qui ont fait un burn-out d'ailleurs disent que ça a été presque une chance d'ailleurs dans leur vie pour se poser, voir un petit peu les choses autrement. La deuxième chose, ça a été, je crois, la libération plus récente de la parole autour des violences sexuelles. Et là, on s'est quand même rendu compte ces 2-3 dernières années que aucune des grandes institutions et des grands secteurs de notre société n'était épargnée. L'école, l'église, le monde des arts, le monde du spectacle, le monde de la politique, le monde du sport. Et donc, je crois qu'on est en train de réaliser qu'il y a vraiment une prise de conscience collective du fait que le corps, son intimité, le corps comme même espace d'existence et espace de relation, nécessite vraiment d'être à nouveau respecté, mais plus que respecté, sacralisé, honoré, comme vraiment espace d'existence premier, au même titre que la planète sur laquelle nous vivons. La troisième chose, bien sûr, c'est l'éco-anxiété qui naît de la crainte de cet effondrement climatique, que certains nomment effondrement, qui est en fait un long processus qui évolue déjà depuis plusieurs décennies, mais qui se manifeste depuis quelques années de manière de plus en plus accélérée, en amenant des réelles catastrophes, des phénomènes climatiques qui sont tellement forts, contrastés, fréquents,
que voilà, on est arrivé à poser un nouveau terme pour désigner tout un nouveau champ de souffrance, d'angoisse, de préoccupations à la fois individuelles et collectives. Et donc ça aussi, ça nous appelle à un réveil, à écouter le vivant. Et le premier lieu où on peut écouter le vivant, je crois, c'est notre corps. Mmh. C'est intéressant tout ce que tu racontes dans le sens de sacraliser, de prendre soin, de créer du lien avec soi, qui sont sans doute, on dit souvent que la première écologie, c'est l'écologie intérieure. Dans tout ce que tu dis, moi j'ai l'association que tu parles beaucoup de cette objectification du corps. Au XXe siècle et dans l'ère moderne de manière plus générale, on a beaucoup considéré le corps comme une machine. Toi, tu parles de corps intérieur et corps extérieur. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces deux concepts, intérieur-extérieur? Oui, tout à fait. Le corps, c'est vrai, on le considère beaucoup comme une machine, et ça, j'ai envie de dire que c'est presque le fruit de la révolution industrielle. C'est-à-dire que voilà, le corps a été pris comme une machine qui devait se coordonner avec d'autres machines qui étaient les machines de production. Et il est resté de là quelque chose qui même chez les cadres supérieurs de la défense qui est juste à côté de nous, là, maintient comme ça le corps dans cette forme de pressurisation. Donc le corps extérieur, c'est ce corps qui est considéré comme un outil, mais c'est devenu presque un inconscient collectif que le corps doit tenir. Il doit nous emmener, il doit nous déplacer, il doit obéir à nos ordres, il doit répondre au rythme qu'on lui impose. Et puis après, il y a un autre aspect dans ce corps extérieur qui est le corps plus objet de consommation. Donc le corps qu'on va valoriser dans la publicité, le corps qu'on va... qui est un corps qui doit alors être fin, souple, musclé, séduisant, répondre à des normes. Et donc, il y a un moment, le corps, entre objet de rentabilité, ce corps machine et objet de consommation, en fait, à aucun moment ne sont prises en compte son intelligence et sa sensibilité propre. Et pour moi, l'intériorité corporelle, la différence que je fais, c'est que au lieu de voir ce corps, notre corps, comme étant cet objet que l'on déplace dans l'espace à l'extérieur, on se retourne vers l'intérieur. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup de techniques de méditation, par exemple, que je pratique abondamment. Mais pas que la méditation, ça peut être toutes les techniques gestuelles, intériorisées, de yoga, de gymnastique sensorielle, de tai chi, enfin il y a des tas d'approches qui tendent à inviter à comme un retournement de l'attention et de l'intention vers le dedans. Et c'est pas un retournement qui est nombriliste ou qui est tourné vers l'ego, comme certaines personnes pourraient le penser. C'est un retournement qui est fait vers la source du vivant à l'intérieur de nous. Et dans cette intériorité, on rencontre deux choses essentielles qui pour moi sont... je dis souvent les deux trésors de notre humanité. La première chose, c'est qu'à l'intérieur de ce corps vivant, parce qu'il est vivant, on rencontre des principes universels. Des principes universels du vivant. Le fait que toute notre activité intérieure, par exemple, est rythmée par des moments de mouvement, des moments d'arrêt, le corps pour bien fonctionner, le corps vivant pour bien fonctionner, pour rester vivant, pour être heureux et en bonne santé, pour avoir un bon système immunitaire, ce qui en ce moment est quand même important, a besoin d'alterner par exemple des temps d'activité et des temps de repos. Quand on écoute l'intérieur de nous-mêmes, on le ressent, on le perçoit. Ça, par exemple, c'est un principe universel du vivant qui régit aussi la nature, les saisons, etc. On pourrait en citer d'autres. Mais à l'intérieur de soi, on rencontre aussi ce qui est notre individualité, notre originalité la plus grande. Aucun de nous ne vit et n'est architecturé dans son intériorité corporelle de la même manière. On est tous animés par les mêmes principes du vivant, mais chacun de nous a comme son dessin personnel intérieur de la façon dont ces principes se jouent pour lui-même. Et ça,
cette universalité du vivant et cette singularité absolue de notre manière de les vivre, d'en être constitué et de les incarner, c'est ces deux choses-là, me semble-t-il, que notre corps, interface entre les deux, peut nous permettre de faire danser. Et alors, enfin, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on voit, donc tu en as parlé tout à l'heure, beaucoup de burn-out, comme si les personnes n'arrivaient plus à écouter leur corps. Parce que quand on fait un burn-out, en réalité, il y a beaucoup de signes avant-coureurs de ce burn-out. Un burn-out, c'est vraiment un état physique où la chimie dans ton cerveau stop. Donc du coup, ça prend des mois et des mois. C'est pas juste de la fatigue, c'est vraiment un moment donné où ton corps bascule de l'autre côté. Enfin, est-ce que toi, tu sais pourquoi ou comment ça se fait ou comment on fait pour réécouter son corps? Et puis aussi, j'aimerais bien que tu me parles de la vitesse et plutôt de la lenteur du corps. Un thème qui t'est cher, je crois. C'est vrai que quand on fait un burn-out, prenons cet exemple-là, il y a énormément de signes avant-coureurs pendant une période souvent très très longue, quelquefois de plusieurs années. En fait, je crois que cette problématique de pourquoi on ne les entend pas, elle n'est pas individuelle. Elle n'est pas premièrement individuelle. Elle est systémique, elle est collective, elle est sociétale, elle est culturelle. Nous vivons ici, en Occident, à notre époque, dans une culture qui a complètement oblitéré le rapport au corps. Comparé à d'autres cultures, des cultures qui sont plus héritières. Alors on pourrait parler des cultures asiatiques, par exemple, ou des tas d'endroits du globe où des personnes, des peuples vivent encore beaucoup plus que nous au contact de cette intériorité corporelle. Et ce sont souvent les mêmes personnes, les mêmes tribus, les mêmes peuples que ceux qui vivent fortement au contact de la nature. J'avais écouté dans ton podcast avec évidemment immensément d'intérêt Frédéric Lopez qui en parle magnifiquement bien. Et on voit bien que les personnes ou les sociétés qui sont en lien avec la nature sont aussi en lien avec leur intériorité corporelle. Et pourquoi ? Parce que l'intériorité corporelle, c'est aussi notre premier organe de perception de la nature, de cette nature vivante, de cet environnement qui en fait n'est pas un environnement extérieur séparé de nous. Cet environnement vivant, il vit aussi à l'intérieur de nous. On a un environnement extérieur, un environnement intérieur qui en réalité sont en permanence en communication. Mais dans notre société moderne, à nous, aujourd'hui, en Occident, cette chose-là a été complètement, pas seulement oubliée, je crois, mais vraiment, il y a eu un choix de société de donner la priorité aux aspects plus rationnels, à l'intelligence logico-mathématique. On le voit dans les aspects les plus valorisés, même des examens d'entrée dans nos grandes écoles, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui est profondément systémique et notre société ne sait plus et ne forme plus les enfants, par exemple, à écouter l'intériorité de leur corps. Nous ne sommes pas formés. Or, cette perception intérieure, elle est éducable. À partir du moment où on n'a plus ce contact spontané parce que nos modes de vie ne nous y invitent plus, alors il faut repasser par une éducation. Donc bien sûr que dans les écoles, il y a de plus en plus, aujourd'hui d'ailleurs, la méditation rentre à l'école, il y a de plus en plus des approches pédagogiques qui invitent à nouveau. Mais par exemple, toutes les affaires de pédophilie ont fait en sorte que aujourd'hui, un enseignant a peur de toucher un enfant. Alors que pour moi, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait au contraire toucher, former à la perception de son propre corps et à la perception du corps de l'autre, y compris par le toucher, pour au contraire reconnaître le sacré du corps de l'autre et du sien propre, pour pouvoir à la fois poser les limites quand c'est nécessaire, mais savoir aussi entrer en communication et, d'intériorité corporelle à intériorité corporelle comme étant un mode de relation qui nous ancre dans cette conscience
à la fois de ce qui nous relie et de ce qui nous différencie. Et moi, je crois profondément au fait que cette reliance dans nos modes de perception et de relation entre ce qui nous est commun, parce que c'est universel, et ce qui nous est propre, éminemment singulier, ce qui me différencie de toi, quand ça danse avec ce qui nous est commun à tous les deux, alors ça peut créer une relation qui va devenir créatrice et qui va être, porteuse de vivant, parce qu'elle va être portée par le vivant qui circule à l'intérieur de chacun de nous et entre nous, parce qu'ensemble, nous y aurons posé notre attention. C'est marrant, j'ai reçu Tariq Shekshak, donc qui est un docteur en biomimétisme, et qui me disait finalement on doit se reconnecter à la nature, mais se reconnecter à la nature pas par le corps, parce que le corps est la nature, c'est tout ce que tu expliques, mais reconnecter à la nature par notre esprit, parce que notre esprit, il a déconnecté la nature de nous. D'ailleurs, on a tendance à dire il faut sauver la planète, etc., sans comprendre que sauver la planète, c'est se sauver nous-mêmes, hein, bien sûr. Toi, tu es thérapeute, et tu as écrit un bouquin, je sais pas, peut-être thérapeute, c'est pas le bon terme, tu vas me reprendre, c'est pas très grave. Ouais. Et tu as écrit un bouquin donc, sur l'intelligence du corps. Comment on fait concrètement? À quel moment on est censé... pas à quel moment, parce qu'à quel moment c'est depuis l'enfance finalement, mais comment on fait pour reconnecter avec son corps? Et qu'est-ce que toi tu vois dans les personnes qui viennent te voir? Et quelles sont les démarches à suivre peut-être? Donc effectivement, je fus thérapeute. C'est mon premier métier. Je viens du monde du soin. J'étais psychomotricienne. J'ai été ensuite fasciathérapeute. Je suis également somato-psychopédagogue. J'ai suivi mes propres formations. Et puis après, je suis aussi docteur en sciences de l'éducation parce que j'ai voulu justement me pencher sur ces questions-là. Et puis aujourd'hui, je suis coach de dirigeants d'entreprise et superviseur de coach parce que il est intéressant d'ailleurs ce mouvement de la thérapie vers le coaching et vers l'accompagnement parce que justement c'est un petit peu l'équivalent, c'est un mouvement qui va de s'occuper de la souffrance à prendre soin, ce qui est déjà plus large peut-être, à ensuite se mettre en projet de faire exister un monde dans lequel le vivant est premier. Voilà, donc il y a quelque chose qui va de s'occuper de la souffrance quand on est coupé du vivant jusqu'à ou vers faire vivre le vivant. C'est Alain Damasio qui dit peut-être que s'il y a un but dans la vie, c'est justement de faire vivre le vivant dans sa plus pleine dimension. Alors maintenant, comment ? Justement, moi j'ai mon parcours qui est passé par... d'abord par le sport, beaucoup, quand j'étais toute jeune, adolescente. Maintenant, le sport n'est pas forcément une pratique, ou en tout cas, c'est pas tous les sports et pas toutes les façons de pratiquer du sport qui emmènent vers cette écoute de l'intériorité corporelle vivante. Ensuite, moi, ça a été, justement, j'ai cité la fasciathérapie, la somato-psychopédagogie, qui sont des pratiques qui vraiment sont fondées sur l'écoute de ce qu'on appelle le mouvement interne, c'est-à-dire cette mouvance intérieure qui habite, qui notamment est transmise par la dynamique interne des fascias. Là, il y a énormément de recherches scientifiques qui sont faites, voilà. Je ne vais pas aller là-dedans maintenant, mais il y a un excellent documentaire sur les fascias qui est passé sur Arte, qui est très facile à retrouver. Donc moi, ça a été un petit peu mon chemin. Dans ces approches, moi, je mixe toujours quatre modes de mise en relation entre le corps vivant et l'esprit. Parce que tu as raison de souligner que, effectivement, notre esprit mental s'est tellement coupé qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire la dualité à l'envers et de retourner à une intériorité corporelle d'où notre pensée serait absente. Le vrai challenge pour moi aujourd'hui, c'est de relier les deux.
Donc ces 4 choses, moi, dans ma pratique en tout cas, c'est le toucher. Mais le toucher, il faut retrouver ce sens du toucher qui est énormément mis à mal en ce moment par cette crise du Covid que nous traversons. Un toucher qui ne se contente pas de poser une main sur l'épaule pour signifier qu'on est là et qu'on est présent, ce qui est déjà énorme. Mais il y a moyen de faire beaucoup plus et à travers une main posée, d'écouter ce vivant qui circule, qui anime le corps de la personne avec qui on est en interaction. Ça peut être aussi se toucher soi-même, non ? Se toucher soi-même, tout à fait, ou être touché par l'autre. Bien sûr. Voilà, donc c'est à la fois, c'est un outil de relation et avec soi, et avec autrui, et avec la nature, avec l'environnement. Et c'est là qu'on a des tas d'informations qui vont venir à nous, des informations qui viennent de nous, qui viennent de l'autre, qui viennent de la situation. Informations qui vont venir s'ajouter à toutes les autres natures d'informations que l'on peut capter avec nos sens plus extérieurs. Voilà. Donc le toucher est crucial. Le mouvement, bouger. Mais encore une fois, pas bouger sur un mode gymnique et 1 et 2 et 1 et 2 sur un mode qui serait mécanique. Non, bouger d'une façon, dans des mouvements lents, intériorisés, où l'on écoute, où notre intériorité corporelle a envie et besoin d'aller pour s'étirer, ouvrir ses degrés de liberté intérieure. Et plus on va gagner dans cette liberté intérieure de richesse d'orientation, d'amplitude, de déploiement intérieur, plus nos capacités extérieures vont être portées par cette liberté qui vient du dedans. C'est moins dans la performance, donc. Exactement. Parce qu'il y a aussi une grosse pratique sportive qui est dans la performance. Exactement. Il y a énormément de choses en ce moment qui vont dans ce sens-là. Et puis aussi dans ce que tu disais, cette extériorité du corps. Donc pour optimiser, pour améliorer l'extériorité du corps, on va faire une performance sportive. Et ça ne va pas dans le sens de ce que tu décris. Tout à fait. Et puis, il faut même veiller à ce qu'à un moment donné, le mode même d'écoute intérieure ne soit pas lui-même attrapé par cette culture de la performance dans laquelle nous vivons, qui ferait que presque on jouerait à qui serait le plus ou le mieux en lien. Enfin, tu vois, quelquefois, je vois l'ombre de certaines dérives qui pourraient venir, tu vois, où toutes ces techniques pourraient, ou toutes ces approches. Pour moi, c'est pas des techniques ou des approches. Pour moi, il s'agit vraiment de trouver, pour finir de répondre à ta question, sur comment... Il y a comme un chemin créatif, personnel à trouver parmi l'ensemble de ce qui peut exister pour trouver sa propre façon de faire vivre le vivant en soi, autour de soi, entre nous. Voilà, alors moi je parlais de 4 pôles, on va dire, le toucher, le mouvement, la méditation, mais tout ça c'est relié. Et puis le verbe, la parole, la mise en mots et la mise en acte, réfléchie, consciente, pensée, sur la base de ces informations intégrées dans notre manière d'être et de vivre. Et à un moment, c'est vrai que j'ai mon parcours, mais les techniques, les approches, moi, elles sont... Je viens de citer celles qui sont au centre de ma manière de travailler avec les personnes qui me font l'honneur de les accompagner. Mais à un moment donné, ces approches, elles sont là pour nous emmener vers cette façon d'honorer le vivant qui doit en fait habiter toutes nos actions, nos paroles, nos relations. Il y a quelque chose qui se fond à un moment dans une manière d'être, dans une manière de vivre. Et cette manière d'être ou cette manière de vivre,
Je dirais qu'aujourd'hui, moi, je la vois comme une tresse, un tressage de l'universel, le singulier, le collectif. Comment notre reliance à ces principes universels du vivant et le biomimétisme, certes, on peut aller observer les organismes vivants dans la nature pour voir comment ils fonctionnent. C'est ça le biomimétisme, pour en sortir des inventions ou des fabrications qui vont reproduire ces principes du vivant. Mais quand même, l'endroit, j'ai envie de dire, le plus accessible et peut-être le plus démocratique de tous pour se relier à ces principes universels du vivant, c'est quand même notre propre corps. Nous vivons dedans à longueur de journée. Donc, donc ces principes universels du vivant, ils doivent à la fois me permettre de déposer ma singularité dans cet universel qui va la porter. Je vais être portée par ce mouvement universel au lieu de porter, moi, toute seule, mes projets, mes problématiques, etc. À la fois, je peux y déposer ma singularité, mais aussi, à l'inverse, cette universalité du vivant qui habite nos corps va révéler notre singularité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans ce qui s'annonce, puisqu'on n'arrête pas de parler du monde d'après en ce moment, je ne sais pas s'il sera plus après que... pour moi, il y a un continuum avec des temps d'accélération, mais bref. Je crois que ce à quoi nous sommes appelés maintenant, c'est justement à oser assumer, déployer notre pleine singularité dans toutes ses dimensions, mais d'une façon qui soit reliée à ce vivant qui nous habitait. Notre corps, c'est vraiment cette interface qui permet de faire le lien. Et si les deux sont reliés, alors les collectifs auxquels nous appartenons, qui peuvent être nos familles, nos entreprises, nos groupes professionnels, les associations dans lesquelles nous intervenons, voire, pourquoi pas, rêvons ensemble, la société dans son entier, alors ces collectifs, pris au sens large, vont pouvoir eux-mêmes être des incarnations de cette danse de la singularité et de l'universel, des collectifs. Moi, je rêve de collectifs qui puissent à la fois faire une place à chacun dans son originalité unique, mais sans que cette affirmation des singularités ne tombe dans le rapport de force. Notre société aujourd'hui, elle est grandement menée par des rapports de force et de domination. Et pour moi, ça, c'est typiquement des singularités qui veulent s'affirmer, mais sans cette reliance à ce qui, en parallèle, nous est commun. Complètement. Le vivant est un bien commun que nous partageons tous. L'intelligence du corps est un bien commun que nous partageons tous. Qu'on devrait partager, en tout cas. Qu'on devrait partager. En tout cas, nous le partageons de fait. Mais c'est comme si on ne le sait plus, on l'a oublié. On n'est plus connecté à cette réalité. Mais de fait, nous le partageons. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, on la vit au quotidien. On parle beaucoup, tu sais, de ce deuxième cerveau. Moi, je pense que là, on a un peu dépassé ce stade-là dans cette conversation. Mais on le vit au quotidien, c'est-à-dire la peur, le fait de ressentir. Parce que quand tu vois, quand quelqu'un arrive derrière toi, tu le ressens. Donc tout ça, c'est l'intelligence du corps. Il n'y a pas autre chose. Complètement. Donc c'est intéressant parce qu'on le vit au quotidien et en même temps, on l'ignore. Enfin, il nous appelle à lui au quotidien, permanence. Et en même temps, on l'ignore, même quand on rencontre quelqu'un. Tu vois, il y a une énergie qui se passe entre les deux personnes. Ça, c'est de l'intelligence aussi du corps, quelque part. Quand on interagit avec des animaux, des chiens, des chevaux, enfin, peu importe l'animal, il y a aussi une forme d'intelligence du corps. Et tout ça, en fait, on a tendance à l'ignorer. C'est ça qui est intéressant. Enfin... Tout ça, ce sont des exemples, effectivement, d'intelligence du corps, parce qu'effectivement, ça n'est pas que dans le corps humain, le corps animal, le corps végétal aussi.
Et comme tu le dis, c'est là en permanence. C'est notre première intelligence d'ailleurs. Quand on arrive sur Terre, on construit notre pensée d'abord à partir de notre corps en mouvement. Donc de toute façon, c'est là. Mais c'est là sans nous. Ça agit sans nous. Et la chose que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est à quoi ressemblerait un monde dans lequel, justement, ça se ferait avec nous. C'est-à-dire en étant conscient, en y étant présent, en étant des acteurs pleins de cette intelligence du corps, au même titre que toutes les autres intelligences. Super. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Écoute, moi, je crois que je veux claquer la porte à ces rapports de force et de domination dont je viens de parler. Très patriarcaux, donc. Oui. Et puis, du coup, ouvrir la porte à une société qui, enfin, rendra grâce, je vais le poser au futur et pas au conditionnel, ça donnera plus de chance parce que je crois que c'est quelque chose qu'on partage aussi, je crois beaucoup aux mots qu'on emploie, à la force des mots qu'on emploie et au type de récit qu'on propose. Et à une société qui rendra grâce et qui, au lieu de pressuriser nos corps, saura se laisser imprégner elle-même par la sensibilité et l'intelligence qui y règne et que nous avons tous. Super. Merci beaucoup, Ève. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt!